des 4 familles de molécules organiques. La dernière, les protéines, pour terminer cette capsule. Donc, toujours le même concept, on a toujours la forme monomère polymère. Mais avant d'entrer dans la forme chimique de la molécule, on va regarder les fonctions des protéines. Donc, je vous disais tantôt, en début de capsule, toujours un lien entre les acides nucléiques et la protéine, donc l'ADN intermédiaire ARN, pour arriver à faire la protéine. Et la protéine, je vous disais que c'est elle qui a un rôle actif. C'est elle qui a les rôles actifs dans la cellule, qui a les rôles biologiques et tout. Alors que l'ADN, c'est plus passif. C'est une recette pour nous dire comment fabriquer les protéines. Donc, cette diapo ici et l'autre diapo vous illustrent l'ensemble des fonctions biologiques associées aux protéines. La très grande, majeure partie de vos protéines, si je regarde sa fonction, vont rentrer dans une des catégories que je vais vous expliquer. Donc, comme toujours, comme je l'ai fait avec les autres exemples de molécules organiques, toujours présenté leur forme chimique, la reconnaissance, mais je vous ai toujours présenté aussi leur rôle. En termes de protéines, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus de fonctions que les autres molécules. Et je vous demande 2 choses en fait. Si je vous demande à l'examen, expliquez-moi à quoi ça sert des protéines, bien, vous devez être capable de m'expliquer l'ensemble de ces fonctions-là. Puis, il faut que vous soyez capable de m'expliquer dans vos mots. Je vous dis une fonction de catalyse ou de défense ou de transport, bien, vous devez être capable de me dire à peu près ce que je vais dire dans 2 minutes avec vous autres, m'expliquer ça dans vos mots. Puis des fois, si je vous donne un exemple avec un petit texte, un énoncé sur un rôle spécifique de la protéine, mais en regardant le texte, vous devrez être capable de m'associer la fonction de la protéine. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et en gros, quand vous sortez de mon cours, il y a un de vos amis qui vous demande « Hey, des protéines dans le corps, je prends des acides aminés, je mange des protéines, ça sert à quoi? » Bien, c'est les 2 tableaux que je vous présente, en fait. Les exemples, isomérase, ADN polymérase, kinase, c'est pas à retenir. C'est de la biomol avancée, sauf si je vous pointe un élément, mais normalement, cette colonne-là n'est pas très utile. C'est les 2 premières que vous soyez capable de m'expliquer. Donc, premièrement, tu as des protéines qu'on appelle des enzymes. Okay? J'en ai parlé souvent dans les capsules sans vous expliquer. Donc, premièrement, maintenant, vous savez que c'est des protéines. On verra que le monomère des protéines, c'est des acides aminés. Donc, c'est des molécules faites d'acides aminés. Et leur fonction, c'est de catalyser les réactions chimiques. Donc, souvent, on va parler de biocatalyseur ou de catalyseur. Ça veut juste dire que les réactions chimiques se font beaucoup plus vite. On accélère les réactions chimiques. Autrement dit, tout le métabolisme de votre corps, que ce soit des réactions anaboliques ou cataboliques, ils vont se faire beaucoup plus vite. Et en se faisant beaucoup plus vite, ben, c'est beaucoup plus efficace. Et souvent, vous pensez que c'est l'enzyme qui fait la réaction chimique. Vous n'avez pas tort. Puis chaque enzyme est spécifique à une réaction en particulier. Mais techniquement parlant, si on reste dans le plan théorique, on pourrait enlever les enzymes et la réaction chimique se ferait pareil. C'est juste qu'elle serait beaucoup trop longue, ça ne serait pas viable. Donc, c'est vraiment pour favoriser la réaction chimique, mais d'un certain côté, tellement essentiel pour être vivant, entre guillemets, parce que accélérer cette réaction par une enzyme donnée spécifique, bien, nous permet de fonctionner. Dans certains cas, la réaction chimique va se faire 1 million, 5 millions, 10 millions de fois plus rapidement. Puis dans certaines réactions chimiques, il y a même des études qui montrent que ça peut aller 1 million de fois, des 100 millions de fois plus vite. Là. Donc, c'est hautement variable, mais on est dans l'ordre du million quand même. Alors, ça veut dire que c'est très, très efficace. Je ne veux pas que vous appreniez les noms d'enzymes, polymérase, isomérase, mais je veux que vous sachiez une chose extrêmement importante. Malheureusement, dans le cours, on favorise, en fait, je dirais dans votre deck en bio, on favorise surtout les enzymes cataboliques. Et là, vous avez l'impression que les enzymes font juste digérer, casser. C'est faux. Il y a des enzymes qui cassent. Exemple, une lipase. C'est une enzyme qui va casser les triglycérides. Donc, on va casser le glycérol puis les 3 chaînes d'acides gras. Okay, c'est vrai. Les protéases, on casse les protéines. Les nucléases, on prend les polymères d'ADN et on les remet sous forme de nucléotides. Donc, il y a beaucoup d'enzymes qui vont briser, cataboliques, mais on a aussi des enzymes anaboliques qui vont synthétiser de l'ADN, synthétiser des protéines. Exemple, l'ADN polymérase, c'est une enzyme qui va construire des brins d'ADN. Donc, on va prendre des nucléotides et on va les accrocher ensemble. Puis, je vais aller plus loin que ça. Il y a des molécules qui ne cassent pas, il y a des enzymes qui ne cassent pas les molécules ou qui ne les construisent pas. Ils font complètement autre chose. Puis ça, c'est de la biomol avancée, fait que vous ne le ferez pas au deck.
ça me dérange pas. Mais je vais au moins vous dire une fois que c'est pas juste construire ou casser, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu as des molécules qui vont transférer des groupes d'atomes. On peut transférer un petit groupe méthyle de la molécule A à B. Ou, exemple, les kinases. Ici, c'est pas retenir le mot kinase, là, mais les kinases vont transférer un groupe phosphate sur des molécules. Exemple, une molécule X, on transfère un phosphate sur un ADP pour former de l'ATP. Il y a d'autres groupes qui vont enlever le groupe phosphate, les phosphatases. Tu as des enzymes qui vont modifier la forme 3D d'une molécule. Ici, les isomérases, il y a une forme d'isomérase qui s'appelle les topoisomérases 1 et 2, c'est pas à retenir évidemment, mais qui modifie la forme 3D de l'ADN. À la maîtrise, j'ai travaillé longtemps là-dessus, puis moi, ça m'intéressait au niveau du virus de l'herpès, puis je peux vous dire que la forme 3D de l'ADN est complètement changée. Donc, c'est pas à retenir l'isomérase, là, c'est pas important, mais c'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas juste des enzymes cataboliques ou anaboliques. Okay? On ne fait pas juste casser ou briser, contrairement à ce qu'on va vous enseigner au DEC. Okay? Ce n'est pas parce qu'on vous parle juste de ça qu'il y a juste ça qui existe. Alors, les enzymes contrôlent des réactions chimiques de tout ordre, beaucoup plus important que catabolisme ou anabolisme. Okay? L'autre chose, ben, c'est des protéines, évidemment. C'est la première fonction des protéines. Ça sert à ça, les protéines, en fait, pour la fonction de catalyse, donc les protéines qu'on appelle enzymes. Il y a une autre sorte de protéines qu'on appelle des immunoglobulines ou des anticorps. C'est quasiment des synonymes. Les antigènes, j'en parle pas. C'est plus en microbiologie que vous allez voir ça. Même chose pour le CMH. C'est trop poussé pour un premier cours. Mais au moins, sachez qu'il y a des protéines spéciales en forme de Y qui s'appellent des anticorps. Et ces protéines-là n'ont aucun rapport... c'est pas comme des enzymes. Là, ça n'a aucun rapport avec les réactions chimiques. Tout ce que ça fait, c'est que ça va cibler les protéines étrangères dans votre corps qui vous menacent. Ça peut être des protéines de virus, de bactéries ou de n'importe quel corps étranger ou de cellules étrangères. Exemple, quelqu'un vous donne un rein, ben, ce n'est pas votre rein, donc ça se peut que vous fassiez des anticorps contre les nouvelles cellules. Transfusion sanguine incompatible. Donc, peu importe, les anticorps, c'est des molécules qui normalement devraient vous protéger contre ce qui est étranger. Mais c'est des protéines, donc c'est fait d'acides aminés, mais c'est complètement une autre fonction biologique. Mais c'est toujours la même logique. Je pars de l'ADN, un ARN, puis je fais la protéine. Donc, je pourrais faire ici une enzyme. Dans d'autres situations, vous avez un rhume. Ben là, au lieu de faire une enzyme, on va faire des anticorps. Okay? Donc, on va faire toujours des protéines en activant le gène d'intérêt ici, évidemment. Tu as d'autres protéines qui font juste du transport. Donc, peu importe que transportant au niveau du sang ou membranaire, c'est une science qui ne m'intéresse pas. Ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'il y a des molécules de transport qui font en sorte que tout ce qui est liposoluble, donc qui n'aime pas l'eau, ou qui est difficile à déplacer comme le fer, bien, on a des protéines. La transférine, c'est une protéine qui déplace le fer dans le sang. L'hémoglobine va permettre de déplacer l'oxygène par l'intermédiaire d'un globule rouge dans le sang. Donc, vous avez des protéines comme ça qui, c'est pas à retenir, mais il y a l'albumine aussi qui agit comme transporteur pour des molécules hydrophobes ou liposolubles, donc qui n'aiment pas l'eau. Donc, dites-vous que c'est un peu comme des protéines remorques. On s'attache spécifiquement à une molécule qui a de la difficulté à se déplacer en circulation sanguine, exemple. Okay? Donc, ça, c'est une autre catégorie de molécules, évidemment, de protéines, évidemment. Protéines de soutien, ça veut dire quoi? Bien, le rôle de soutien, ça veut dire qu'ils n'ont pas de rôle actif. Contrairement aux anticorps qui agissent contre des micro-organismes, des enzymes qui contrôlent certaines réactions chimiques, transport pour déplacer des molécules, les protéines de soutien sont passifs. C'est un peu comme les briques dans un mur de maison. Ils sont là, ne bougent pas, mais soutiennent. Soutiennent le mur, exemple. Donc, exemple des collagènes, c'est des protéines en forme de ruban ou de spaghetti, un peu comme ça, filamenteuses. Bien, on est là pour supporter certaines structures. La peau, exemple, là, je vous donne des exemples de ligaments tendons, c'est pas grave les exemples, mais c'est vraiment des protéines qui vont être là pour supporter, exemple, le poids de la cellule. Un exemple, c'est au niveau des membranes de cellules musculaires, exemple au niveau de vos membres, musculolétiques, bras, jambes, etc. Il y a une protéine qui n'est pas à retenir pour aujourd'hui, on verra ça en fin de session, mais qui s'appelle la dystrophine. C'est une protéine de soutien, en fait, c'est une protéine, pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment de la culture, qui vient supporter le poids de la membrane. C'est comme des ressorts, en fait, une forme de S un peu spiralée, et ça vient, au cours de la contraction, ça pourrait faire éclater la cellule, ça vient tout simplement renforcer la membrane de la cellule musculaire. C'est donc une protéine qu'on ne retrouve pas au niveau des autres cellules, parce que justement, le choc
la pression mécanique, elle est beaucoup plus forte chez les cellules musculaires. Donc, il y a des protéines de soutien comme ça qui viennent renforcer la membrane ou renforcer un tissu, etc. Okay? Exemple, le collagène, quand la peau s'étire ou des trucs comme ça, ou certains organes, mais ça vient renforcer un petit peu l'élément, l'organe ou le tissu qui compose l'organe. Donc, ça, c'est la fonction de soutien. Alors, évidemment, c'est des protéines qui font ça également. On a des protéines très spéciales qui permettent le mouvement. Il y en a deux, on va les voir à la fin de la session. Ces deux-là, je vous demande de les savoir. Pour l'instant, vous ne savez pas trop c'est quoi, de l'actine, de la myosine. C'est un peu comme des protéines en forme de velcro, de crochet. C'est une image vulgarisée, évidemment. Mais il y en a une qui s'accroche à l'autre et une fois qu'ils sont attachés ensemble, il y en a une qui tire sur l'autre, ce qui va faire contracter la cellule. Et si toutes les cellules du muscle se contractent en même temps, bien, votre muscle se contracte et là, vous pouvez, exemple, faire une flexion du bras, exemple. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des protéines contractiles qui permettent le mouvement. Mais quand on parle de mouvement, ici, c'est le mouvement des membres. Ou, exemple, on est au niveau musculaire. Il y a des protéines de régulation. Ça, c'est très large. Protéines osmotiques, vous allez en parler plus avec l'albumine en bio 2, donc ça n'existe pas pour mon prochain examen. Mais les hormones, entre autres, faire attention, ce n'est pas tous les hormones qui sont des protéines. Donc, il y a deux sortes d'hormones. Il y a des hormones à base de lipides, des stéroïdes, exemple. Exemple, les hormones sexuelles. Mais il y a d'autres hormones qui sont faites à partir d'acides aminés, donc de protéines. Il y a des exemples ici, ils ne sont pas à retenir. Donc, régulation, c'est faire en sorte qu'il y ait des processus biologiques qui fonctionnent bien. On fait en sorte que tout se fait à la normale pour maintenir l'équilibre, donc l'homéostasie. Alors, évidemment, si je parle de l'exemple ici d'insuline, bien, si le taux de glucose est trop élevé, bien, on va réguler le taux de glucose sanguin. Ça veut dire qu'on va faire en sorte qu'il redevienne à la normale. Vous allez faire une protéine qui agit comme une hormone, qui s'appelle une insuline. Et les hormones, en fait, c'est des messagers qui permettent la régulation de certains éléments. La glycémie, le niveau d'eau, des fonctions de reproduction au niveau de l'ocytocine. Donc, je ne vous demande pas d'apprendre les exemples par cœur, mais que si je vous demande une des fonctions des protéines, bien, régulation hormonale. Donc, en fait, les hormones permettent la régulation, certaines hormones protéiques, faire en sorte qu'il y a certains processus biologiques qui fonctionnent bien pour maintenir un équilibre, une homéostasie. Les molécules chaperones, ça n'existe pas, sauf si vous allez à l'université faire un cours de bio avancé. Mais ce qui est intéressant ici, je le mentionne pour votre culture, mais vous pouvez oublier, c'est des molécules qu'on a découvertes assez récemment qui fait en sorte que la forme 3D est très extrêmement importante. Et si la forme 3D de la protéine est défaite, toutes les fonctions que je vous explique présentement ne fonctionneront pas. L'enzyme ne fonctionne pas. La protéine de mouvement ne fonctionne pas. Donc, on a un mécanisme qui nous protège un petit peu parce qu'il y a des conditions qu'on va étudier éventuellement qui font en sorte que les protéines peuvent se déplier, ce qui est dangereux parce que si on n'a pas la bonne forme 3D puis on a une autre forme, il ne fait pas sa fonction. Les chaperons, eux autres, c'est des protéines qui vont attacher les protéines dépliées puis qui vont les replier sous sa bonne forme. Ce qui est assez intéressant, en fait. Mais le pouvoir est limité. Donc, évidemment, un choc hyperthermique peut vous tuer ou une fièvre non contrôlée parce que toutes les protéines se déplient. Mais généralement, on ne le voit pas, on n'en parle pas beaucoup au DEC, mais ces molécules-là vont être activées pour replier les protéines dépliées. Mais si le choc thermique est trop fort, la fonction n'est pas assez je veux dire, il y a une limite, et donc là, si la limite est atteinte, bien évidemment, c'est là que ça devient mortel, parce que là, l'ensemble des protéines restent dépliées, puis les fonctions que je vous explique depuis tantôt ne fonctionneront justement pas. Donc là, les fonctions biologiques tombent à zéro, et c'est là que c'est dangereux, évidemment. Dernière fonction des protéines, entreposage, ben, c'est comme un garage pour stocker, je ne sais pas moi, du matériel, un entrepôt, peu importe. Il y a des protéines qui vont stocker certaines substances. Les noms ici ne sont pas à retenir, mais exemple, la ferritine qui stocke du fer. Donc, imaginez-vous, dans votre cellule, il y a des protéines comme ça qui sont capables de fixer d'autres ions, d'autres molécules. Dans les muscles, on a la calmoduline, je ne sais pas retenir non plus, mais qui vont fixer le calcium. Donc, le calcium s'accroche à cette protéine-là dans les cellules musculaires. Le fer dans les cellules du foie, donc on est capable de stocker plusieurs atomes de fer. Puis quand on a besoin, la protéine change de forme, et ce qui permet de relâcher les molécules, mettons une forme B. Puis quand elle adopte la forme A, elle retient ces molécules-là. Donc, c'est vraiment une fonction passive, mais intéressante pour entreposer certaines substances qui sont utiles pour l'organisme, évidemment.
Donc, en gros, ici, je considère que c'est un effort par cœur. Donc, vous devez être à l'aise à savoir par cœur tous les fonctions que je viens de décrire pour la protéine. Donc, si je vous demande à quoi ça sert une protéine, vous devriez être capable de m'énoncer tout ce que je viens de faire. Et si je pose des questions plus précises, ben, donnez-moi un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, exemple, la fonction de mouvement pour une protéine? Ben, vous m'expliquez qu'il y a deux protéines qui s'accrochent ensemble avec une myosine pour contracter un muscle. En termes de régulation, ben, c'est certaines hormones qui vont faire en sorte que on va pouvoir contrôler certains processus biologiques, comme l'insuline avec le glucose. Si vous voulez me dire un exemple, mais les exemples ne sont pas à prendre. Okay? C'est vraiment d'être capable de m'expliquer et de se souvenir à peu près ce que je viens de faire pour l'ensemble des fonctions protéiques. Ce qui est intéressant, c'est que les milliards de protéines dans votre corps, leurs fonctions, nécessairement rentrent dans une de ces classes-là. Fait que les étudiants qui trouvent ça compliqué, c'est vrai, il y a quand même pas mal de nouveaux mots pour fonctions. Mais si vous placez de mon point de vue de biologiste, c'est quand même très simplifié, en fait, quand on y pense. Tous les milliards de protéines et de processus biologiques dans votre corps sont résumés ici. Donc, il n'y a pas tant de choses que ça. Oui, il y a beaucoup de sous-classes et de subtilités, exemple dans l'entreposage, la régulation et tout ça. Mais en gros, c'est les grandes catégories qu'on va retrouver en termes de fonctions. Maintenant, on va s'attarder un peu plus à la structure chimique de la famille des protéines. Donc, toujours le même concept. Ça commence à être un peu répétitif, mais en même temps, c'est plus simple pour vous. Toujours le même schéma. Hein? Forme simple de monomère, polymère. Et le gros de votre job, quand je l'ai dit plusieurs fois, ben, c'est d'associer le monomère à chacune des familles, puis le polymère à chacune des familles. Donc, en début de capsule, je vous parlais d'ADN. Ben, l'ADN, c'est un polymère des acides nucléiques, puis le monomère s'appelle nucléotide. Ben, si je prends les protéines, le polymère, c'est la protéine. Donc, les fonctions que je viens de vous présenter sur les deux tableaux, il faut être sous forme de polymère. C'est la forme des protéines. Donc, les fonctions des protéines. Mais pour les construire, j'ai besoin de monomère qui s'appelle un acide aminé. Et les acides aminés, en fait, il y en a une vingtaine. Généralement, on dit qu'il y en a 20. Okay? Il y a 20 sortes d'acides aminés. Encore une fois, ce n'est pas écrit ici, mais je veux que vous le sachiez, le concept d'universel. Donc, les acides aminés sont universels, tout comme les nucléotides. En d'autres mots, maintenant, vous connaissez le concept. Tout être vivant a les mêmes 20 acides aminés. Toujours le concept de blocs Lego. Donc, imaginez-vous 20 blocs Lego avec 20 couleurs différentes. Un bleu, un rouge, un vert, 20 couleurs. Bien là, j'ai 20 acides aminés avec 20 noms. Chaque acide aminé a des petites différences chimiques qui les distinguent. Donc, l'acide numéro 1, je ne sais pas, c'est pas retenu, mais mettons une tyrosine, avec une glycine, une isoleucine. Okay? Donc, ça, c'est des acides aminés. Il y en a 20 comme ça, avec des noms différents. Donc, ils ont des petites différences chimiques qui les distinguent, mais en gros, ils ont une structure très similaire, un petit peu comme les nucléotides. Ils se ressemblaient beaucoup, sauf pour leur base azotée qui les distinguait. C'est exactement la même chose, sauf que les noms sont différents un peu, mais c'est la même idée. Et à partir de ces 20 blocs, ces 20 acides aminés, je peux faire tous les protéines de toute forme de vie terrestre. Une protéine du VIH, un virus qui donne le sida, ou un virus qui donne le rhume, bien, les protéines virales sont faites à partir de ces 20 acides aminés. Protéine végétale qui fait la photosynthèse, qui est complètement inutile pour moi, mais et pour vous aussi, parce qu'on n'est pas des plantes évidemment, mais c'est fait des 20 mêmes acides aminés. Et c'est ce qui est intéressant parce que, exemple, vous mangez de la salade, il y a plein de protéines végétales qui ne vous servent à rien. Mais qu'est-ce que vous allez faire? C'est les mêmes 20 acides aminés. Donc, quand vous allez les digérer et faire du catabolisme, vous prenez la protéine comme ça, vous cassez les liens, vous les remettez sous forme unique de monomère d'acides aminés. Et ces acides aminés-là, donc catabolisme, on va le coupler à de l'anabolisme. Je vais les récupérer pour refaire la protéine qui m'intéresse. En d'autres mots, ça a l'air ridicule ce que je dis, mais c'est une image, mais c'est pas tout à fait faux. Techniquement, je pourrais faire de l'insuline à partir de la salade. Je prends des protéines de végétaux pour faire de la photosynthèse qui est complètement inutile pour moi, mais j'ai besoin de faire une hormone qui s'appelle l'insuline pour contrôler ma glycémie au niveau du pancréas. Donc, qu'est-ce qui arrive? Bien, je prends les acides aminés qui m'intéressent. Peut-être que ce n'est pas tous les autres qui vont m'intéresser pour faire de l'insuline. Ceux-là ne me servent à rien, mais je vais récupérer ces deux-là avec les autres qui viennent de d'autres aliments ou de mes réserves. Je vais les rassocier dans le bon ordre, avec la bonne quantité, puis je viens de faire de l'insuline. Et c'est pour ça que c'est intéressant que ça soit universel.
c'est vrai qu'une protéine virale ou les protéines qui nous distinguent, vous, êtres humains, on est tous différents, il va y avoir des petites variations dans la séquence. Mais en gros, on fait tous les protéines à partir des mêmes 20 blocs, les mêmes 20 types d'acides aminés. Donc, c'est pour ça que c'est important que ce soit universel. Maintenant, en termes de structure, ça ressemble à quoi un acide aminé? En fait, tout ce qui est écrit ici, ce que je pointe présentement, je vais l'illustrer par dessin. C'est beaucoup de mots. Vous les relirez à la maison, mais je préfère avec le dessin ici, c'est la même chose. OK? Donc, un acide aminé. Les 20 acides aminés, c'est le bloc monomère de départ. OK? Puis quand je vais en mettre des centaines, des milliers ensemble, on va parler d'un polymère qui s'appelle la protéine. Donc, ici, le bloc de départ, le monomère, il est illustré ici. Encore une fois, il y a une partie variable et une partie identique. Donc, la partie identique, ça, c'est vrai pour les 20 acides aminés, il n'y a pas de différence. Il y a un atome de carbone ici au centre. Donc, le carbone, il y a 4 liens chimiques dans les 4 orientations. On a déjà vu ça dans les premières capsules. Et on va accrocher 4 groupes d'atomes à chacune de ces liens-là. Donc, il va y avoir 4 groupes d'atomes. Je commence par la partie qui est non variable, qui est identique pour tous les acides aminés de l'univers. Donc, les acides aminés ou les protéines virales, bactériennes, végétales ou animales ont tous ça en commun. Okay? Ça veut dire qu'il y a toujours un carbone au centre, un atome de carbone. Un groupe amine qu'on a déjà vu, qui est NH2, ou on peut l'écrire aussi sous forme développée comme ça. Ça a l'air plus compliqué ici, mais c'est la même chose. NH2 ou ici, c'est la même chose. À l'autre extrémité opposée, j'ai un acide carboxylique, COOH. On peut le faire sous forme développée comme ça ou l'écrire comme moi, c'est la même chose. Et à l'autre extrémité ici, j'ai un hydrogène. Donc, tous les acides aminés ont toujours ces éléments-là et il n'y a aucune variation possible. Quand j'écris R ici, c'est un groupe variable. Donc, le radical, ça c'est un D mal fait, donc radical, c'est là qu'il va y avoir une différence. Ça va varier d'un acide aminé à l'autre. Il y a 20 radicaux différents. Je peux en utiliser juste un à la fois. C'est un peu comme la base azotée avec l'ADN. Il y avait 4 bases azotées, A, T, C, G, mais je pouvais juste utiliser soit le A, soit le T. C'est la même chose. J'ai 20 radicaux différents, mais je vais utiliser un seul pour chaque acide aminé. C'est donc ce radical qui va distinguer chacun des acides aminés, qui va faire la différence. Et la fonction de l'acide aminé va varier selon son radical. Donc, quand on a besoin des protéines d'une certaine structure, avec une certaine fonction, on va utiliser le bon acide aminé avec le bon radical selon ce qu'on veut faire, en fait, d'un point de vue biologique ou biochimique. Encore une fois, toujours les deux mêmes questions pour chacune des 4 familles de molécules organiques. Si je vous montre un dessin comme ça ou comme ici, quelle famille de molécules? Vous me dites que ça appartient à la famille des protéines. Son nom spécifique, on reconnaît que c'est un acide aminé. Et encore une fois, l'idée, c'est de comparer. Donc, une bonne façon d'étudier, c'est de regarder les images que je montre depuis le début des capsules dans votre manuel et de les revoir une après l'autre. OK, pourquoi ça, c'est un glucose ou un ADN ou un nucléotide ou une protéine ou un acide aminé? Être triglycérides, stéroïdes, tout ce qu'on a vu, d'être capable de les distinguer visuellement, évidemment, juste avec les images. Okay? Maintenant, vous êtes capable d'identifier un acide aminé, mais regardez bien ce que je fais. Le radical que je parlais, je vous en montre quelques-uns ici. Donc, ça, évidemment, vous ne m'apprenez pas ça par cœur. Je ne vous demanderai jamais les radicaux, OK? Mais c'est juste pour vous montrer les carrés vides ici, plus pâles, qui représentent le R. Donc, c'est des acides aminés, il y en a quelques-uns. Il y en a 7 ici parmi les 20. Mais on reconnaît, ils ont tous le même point commun. NH2, ils ont tous un NH2 à une extrémité. Ils ont un COH, un acide carbolique à l'autre extrémité. Okay, donc, l'hydrogène. Ils ont tous ça en commun. Le seul élément qui varie, donc, c'est le radical, le dernier lien avec le carbone. Donc, si j'encercle le radical d'une glycine, un non-paracnime, la glycine, c'est un acide aminé, ça termine par un hydrogène.
Si je prends la valine, elle se termine par un groupe d'atomes un peu plus complexe. Un méthyle ici, c'est pas retenir le nom, mais CH3, c'est un groupe méthyle, donc un autre type de groupement. Donc le radical, c'est des groupes d'atomes différents, qui ne se ressemblent pas en fait, mais qui vont modifier le comportement de l'acide aminé. Donc, et c'est pour ça que c'est un peu compliqué les protéines, parce que généralement, elles sont hydrosolubles, mais ça dépend. Là, parce que si je prends un acide aminé séparé, ici, ils sont non polaires, alors qu'ici, ils sont polaires. Donc ça, déjà, ça va modifier le comportement de l'acide aminé. Il y en a un qui, exemple, le polaire, il est hydrophile, il aime l'eau, alors que le non-polaire n'aime pas tellement l'eau, ça va être plus difficile. Alors la question, est-ce que j'ai pris juste des acides aminés polaires dans ma protéine? Oui, donc ça fait une protéine qui va très bien se dissoudre, mais je prends juste des non-polaires, c'est autre chose. Généralement, on va très souvent, pas tout le temps, mais la plupart du temps, il va y avoir une combinaison des deux, mais la proportion d'utilisation va faire en sorte qu'on peut complètement modifier le comportement de la protéine et même sa fonction. Puis, il y a des protéines qui ont des acides aminés qui sont neutres du point de vue électrique. Il y en a d'autres qui sont chargés du point de vue... en fait, il y a une charge électrique négative. Il y en a même qui vont être chargés positivement, ce qui va modifier aussi son comportement. On ne rentrera jamais en détail dans ce comportement-là. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que, exemple, si je prends l'acide aminé ici, ben, la glycine, je peux l'accrocher avec une valine, je peux l'accrocher avec une autre valine, une troisième valine, hop, une sérine, une autre sérine, puis mettons un acide glutamique. Bon. Tout ça fait en sorte qu'on a une certaine protéine, une certaine séquence, donc le nombre va varier. L'ordre des acides aminés va varier. Je pourrais prendre les mêmes acides aminés, mais dans un ordre différent, ou je peux en prendre des nouveaux, ou plus, ou moins. Okay? Mais ce que je voulais vous faire comprendre surtout, c'est que l'agencement de ces acides aminés qui ont chacun leur radical qui leur est propre, va faire en sorte qu'en bout de ligne, ta protéine, qui est un long polymère comme ça, va être repliée dans une forme 3D. Donc, même si je la fais sous forme de train comme ça, avec des petits wagons en arrière de l'autre, c'est une forme, mais la protéine n'est pas encore active. Et elle va se replier en 3 dimensions dans l'espace pour avoir une forme unique qui est associée à sa fonction. Et ça je vais en reparler, mais chaque protéine a une forme 3D unique et une fonction unique. Et cette forme 3D est justement contrôlée par l'interaction de ces acides aminés-là, et plus particulièrement avec le radical qui va varier. Autrement dit, si je change la valine puis je mets une sérine, comme ce n'est pas le même radical, ça va modifier la forme 3D et ça va affecter la fonction. Aussitôt que vous modifiez, on revient toujours à l'anatomie-physiologie. Hein, je disais que la forme est toujours reliée à la fonction. Ben, l'anatomie de la forme, à la fonction, à la physiologie. Ben, si je change la forme de la protéine, ça va modifier sa fonction. Et je reviens avec un concept pour faire un lien avec l'ADN. On a parlé très rapidement de mutation. Puis souvent, c'est difficile pour vous d'expliquer ça, même si c'est un mot que vous comprenez parce que vous l'entendez souvent. C'est très simple. J'entends toutes sortes de folies, fait que je vais en profiter pour régler un mythe urbain. Une mutation, c'est quoi? C'est une erreur dans la recette. Donc, exemple, si j'ai des nucléotides, puis la base azotée, c'est AAT. Mettons que le A, ici, je fais une erreur, puis je mets un C. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, j'ai une erreur dans l'ADN, et la protéine qui va être formée, ça va être une erreur. Donc, exemple, la protéine que je fabrique, exemple, si je ne sais pas, moi, c'était une glycine avec une alanine, une sérine, puis une autre sérine. Peu importe les noms, c'est pas à retenir, là, ça c'est pour l'explication, on s'en fout. Mais mettons que j'ai une erreur ici, dans la base ici, ça va faire en sorte qu'exemple, l'alanine, il y a une erreur. Pour lui mettre une alanine, je vais mettre encore une fois une glycine. Donc, la séquence d'acide aminé n'est pas bonne. La mutation dans l'ADN va affecter la séquence protéique. Et donc, la protéine, ici, n'aura pas la même fonction. En modifiant l'acide aminé ici, ça change la forme 3D et on va voir une autre fonction qui pourrait amener une maladie ou simplement la protéine ne fonctionne plus, qui va amener une autre sorte de maladie. Et même si c'est des mutations génétiques qu'on transmet parfois à nos enfants, à nos descendants, en fait, c'est pas tant le problème de l'ADN que le problème au niveau de la protéine, parce que c'est la protéine qui a un rôle actif dans la cellule, qui a un rôle biologique. Donc, je reviens avec le concept de recette. Vous faites à manger, il y a une erreur sur votre recette, votre souper est manqué. C'est pas tant de votre faute parce que vous avez juste suivi la recette, mais en même temps, vous avez commis l'erreur
qui vient de votre livre, vous avez commis l'erreur qui fait que le repas n'est pas mangeable. Mais ici, c'est la même chose. L'erreur vient de votre livre, votre ADN. La protéine a un défaut, donc elle ne fera pas sa fonction. Fait que les fonctions que j'ai vues dans les tableaux, les fonctions de protéines, par exemple une enzyme, ben, elle ne fonctionne pas. Donc, exemple, ceux qui sont intolérants au lactose, ben, la lactase, il y a une mutation dans le gène de la lactase qui fait que votre enzyme, la lactase, n'a pas la bonne forme 3D, donc elle n'est pas capable de casser le lactose en ce qu'on a déjà vu, en glucose égale lactose. Cette enzyme-là ne fonctionne pas parce que vous avez une erreur dans la recette et la protéine, donc l'enzyme dans ce cas-ci qui s'appelle lactase, n'a pas la bonne forme. Là, j'ai fait des liens avec les autres familles. Si on vient au cours, c'est pour réviser un petit peu, si on vient au cours, ce que je veux que vous compreniez, c'est que le radical varie d'un acide aminé à l'autre et la façon que je vais agencer ces acides aminés-là, le nombre et la séquence font en sorte qu'on donne une bonne forme 3D dans l'espace, si vous voulez, à la protéine qui est nécessaire à sa fonction. Aussitôt que je modifie la séquence d'acides aminés, ça change la forme de la protéine et ça va changer sa fonction. C'est ça qui est important de comprendre. Et encore une fois, si je parle d'une protéine, ben, c'est quoi la différence avec un acide aminé? C'est que l'acide aminé est sous forme d'un acide aminé, avec le carbone, l'hydrogène, les groupes amines, etc., ce qu'on a vu. La protéine, ben, c'est plusieurs acides aminés qui vont être attachés ensemble. Donc, c'est toujours la même chose. Quand tu veux fabriquer une protéine, c'est de l'anabolisme. Ceux qui se souviennent de l'anabolisme, on construit. On va faire quoi? On va produire une molécule d'eau. Mais en contrepartie, vous allez consommer une molécule d'énergie d'ATP. Donc ici, on voit deux acides aminés qu'on va accrocher ensemble. Donc, si je mets deux acides aminés que je vais attacher ensemble pour former une petite protéine de deux acides aminés, c'est ce qu'on vous montre. C'est une révision de ce qu'on a déjà vu avec kata-ana, un catabolis-anabolis. Sauf que des fois, ça vous mélange, il y a trop de lettres pour vous. Il faut les découper tout simplement. Ce que je montre ici, c'est un acide aminé que j'ai symbolisé sous forme de carré ici. On reconnaît le groupe amine, l'hydrogène, le COH, donc l'acide carboxylique, puis un radical. Je veux l'accrocher avec un deuxième groupe, un deuxième acide aminé. Donc ça, c'est l'acide aminé numéro 1. Je vais l'accrocher avec l'acide aminé numéro 2. Donc c'est comme si j'ai mon dessin ici qui est beaucoup plus simplifié. Souvent, vous le comprenez sous ma forme simplifiée, puis vous arrivez ici, vous ne comprenez pas, mais c'est la même chose. On reconnaît un acide aminé, je reconnais un deuxième acide aminé. C'est de l'anabolisme, donc ce qu'on a déjà vu, c'est que pour créer un lien chimique entre les deux molécules, je dois me faire de la place. Donc, je vais enlever un groupe OH sur un acide aminé. Généralement, dans la protéine, on va prendre le OH de l'acide carboxylique. Je l'élimine. Donc, ça fait un OH de moins. Je vais prendre un hydrogène du groupe amine, un H2. Je l'élimine. Et OH plus un H, donc H2O, ça me fait une molécule d'eau. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'anabolisme crée une molécule d'eau. C'est une révision. Évidemment, ici, le lien, ce qui va arriver, si je symbolise, le lien chimique, comme j'ai perdu le groupe OH, hydroxyle, puis l'autre, j'ai perdu mon hydrogène, ça fait deux acides aminés instables. On n'aime pas ça. Fait que là, on ne le voit pas sur le dessin, c'est ce qui manque, mais l'ATP, je vais l'utiliser, donc je vais enlever le triphosphate, je vais perdre un P que je vais enlever, et l'énergie qui était dans le lien phosphate, je vais la convertir, en fait, je la transpose ici, et je récupère cette énergie-là pour attacher les deux acides aminés, un peu comme une colle moléculaire. C'est une façon très vulgarisée, évidemment. Mais je viens d'attacher deux acides aminés ensemble en formant ce lien chimique. Donc, j'ai libéré une molécule d'eau pendant la synthèse de la protéine, la fabrication de la protéine. Pour me faire de la place, j'utilise une molécule d'ATP pour récupérer l'énergie. J'accroche mes deux acides aminés. C'est une protéine qui a 1000 acides aminés. Je recommence l'opération 1000 fois jusqu'à temps que j'aie mes 1000 acides aminés, les bons acides aminés, évidemment, que je vais choisir selon le gène d'intérêt. Par exemple, si vous activez un gène d'insuline après un repas pour baisser votre glycémie, bien, on active le gène de l'insuline. Il y a un ARN qui va traduire l'information. Mais en bout de ligne, aujourd'hui, c'est de la magie, mais en bout de ligne, il y a des processus qui font en sorte que la cellule va fabriquer de l'insuline. Donc, en associant l'information génétique, on va savoir quel acide aminé utiliser. C'est peut-être une glycine avec une alanine, exemple, isoleucine. Donc, on va créer des liens chimiques comme ça dans le bon ordre avec les bons acides aminés. C'est exactement la même chose qu'on a déjà vu en anabolisme. La seule différence, c'est qu'on rajoute un mot ici.
Dans tous les molécules, on parlait de liaison chimique, ce qui est tout à fait correct. Mais des fois, vous allez voir le terme liaison peptidique. Ça veut juste dire un lien chimique entre deux acides aminés. Peptidique, peptine, c'est un mot qui réfère à protéines. Par exemple, quand je parle de glucides, ça réfère au sucre. Saccharide, ça réfère au sucre, aux glucides. Monosaccharide, polysaccharide qu'on a déjà vu. Mais peptidique, ça réfère aux protéines. Donc, une liaison peptidique, c'est une liaison dans la protéine. Techniquement, c'est la liaison chimique entre deux acides aminés. Par exemple ici, si je vous dis que c'est un glucose, pas un glucose, un dimère, un disaccharide de sucre, bon, ça, on dit liaison chimique, mais si c'est deux acides aminés, ben là, on va dire liaison peptidique. Donc, on a un nom plus précis pour quand on est dans la protéine, mais c'est la même chose, c'est la même logique. Okay? Donc, ce que je viens de vous enseigner, en fait, c'est une petite révision de ce qu'on avait déjà vu par le passé. C'est juste qu'on l'applique maintenant avec les protéines. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est une protéine. Donc, des fois, on me pose la question, ouais, mais pourquoi ça ne serait pas un acide aminé? Mais c'est parce que l'acide aminé, je vais en encadrer un. Ici. Ça, c'est un acide aminé numéro 1. Si je vous demande juste ça, c'est correct. Mais là, on vous en montre plusieurs. Donc, on disait que c'est un NH2, hydrogène, COH, puis radical. Là, vous remarquez que lui, il a son NH2, mais là, ici, il y a juste un NH. Il a perdu un hydrogène, puis le CO, ici, il a perdu un OH, parce que justement, on a créé un lien chimique. C'est ce que je vous ai expliqué. On doit se faire de la place. Mais ici, je peux donc dire ici qu'il y a un acide aminé numéro 2. Donc, on reconnaît la structure comme ça des acides aminés, et il y en a plusieurs comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est une protéine. Okay? Donc, s'il y en a juste un monomère d'acide aminé, mais quand il y en a plusieurs, c'est une protéine. Et selon le nombre d'acides aminés qu'on utilise, on va changer de nom. Donc, protéine, peptide, ça va toujours ensemble. Okay? C'est la même famille. Di, ça veut dire 2. Donc, lui, ça veut dire qu'il a fait 2 acides aminés. C'est relativement rare parce que ça se dégrade facilement. C'est pas très... ils n'ont pas vraiment de rôle. C'est plutôt rare. De temps en temps, on va avoir des oligopeptides, des poly, puis des protéines. Et là, on va s'entendre. Le chiffre précis, je ne vous demande pas de retenir. De toute façon, ça varie d'un manuel à l'autre. Fait que je ne pognerai jamais à l'examen à me dire la définition d'un oligopeptide, puis là, vous me dites 4 à 19, puis là, je vous enlève des points. Je m'en fous, là. 3, 20, 4, 19, 4, 21, c'est pareil. 21 à 199 ou 20 à 200, c'est pareil. T'sais, là, je ne gosserai pas avec des chiffres comme ça, mais je veux que vous compreniez l'ordre de la taille. Donc, 10, ça, je vous demande de savoir que c'est 2. Okay? Ça va, c'est facile. Entre les trois, ben, plus que 2, mais protéines de petite taille. OK, une dizaine d'acides aminés, jusqu'à 20, mettons, là, mais tu sais, pas beaucoup. C'est une petite protéine. Là, on parle d'oligopeptides. Protéines de taille moyenne, couple de centaines, on parle de polypeptides. Et aussitôt qu'on est plus gros que, bon, on vous dit 200 ici, mais on va dire une protéine de grande taille, peut-être 500, 100, 1000, 2000, on parle de protéines. Donc, pas reprendre les chiffres, mais petit, moyen, grand, ça me va. Sauf pour le 10, je vous demande de savoir que c'est 2. Il y a des médicaments qu'on utilise en pharmaceutique, puis c'est des inhibiteurs, des fois des protéines, des antiviraux, des choses comme ça. Puis là, vous allez entendre ces termes-là. OK, c'est un oligopeptide. Ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est fréquent, mais si vous travaillez avec des médecins chercheurs ou des médecins qui sont plus allumés un peu point de vue de recherche, ça se peut qu'ils utilisent ces termes-là. Oligopeptide poly. Donc, votre réflexe, vous savez déjà que c'est des protéines. Puis, bon, ben, petite protéine, moyenne ou grosse. Mais je vais être franc avec vous. Quand je faisais mon doctorat, là, les chercheurs qui travaillent là-dessus là, mélangent tout ça. Fait que je vous donne la vraie définition, mais souvent, surtout les deux derniers, le polypeptide, protéine, il y avait une confusion totale. Les gens utilisaient ça pratiquement comme des synonymes, même si ce n'est pas vrai scientifiquement parlant. Dans la vie de tous les jours, souvent, il y avait une espèce de confusion entre les deux. Oligopeptine, ça, c'est vrai que c'était relativement respecté, surtout qu'on était comme dans la petite taille. Donc, c'est pour ça que pratico-pratique, pour moi, là, peut-être que les collègues, c'est différent, mais pour moi, c'est pas la fin du monde. Tant que vous êtes capable de comprendre que lui est petit, moyen puis très gros, là, c'est en masse. Okay? Donc, ça c'est tout ce que je vous demande, en fait.